Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière exhaustive et totalement subjective les comics à paraître en août 2023 chez Panini Comics. On parlera des nouveautés des autres éditeurs français dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Un mois de publication un peu plus court que les autres, vacances estivales oblige, où les hostilités ne reprendront qu'à partir du mercredi 9 août. Commençons tranquillement avec la sortie kiosque du mois, Les Trésors de Marvel numéro 11, consacré à l'année 1972. Au sommaire, Amazing Adventures numéro 11, soit le début de la brève carrière en solo de Beast, et surtout l'épisode au cours duquel il va se métamorphoser en créature à la fourrure bleue, le tout écrit par Gerry Conway et dessiné par Tom Sutton. Marvel Spotlight numéro 3 et 5, le numéro 3 c'est un récit mettant en scène Werewolf by Night par Gerry Conway et Mike Ploog. Dans le numéro 5, on assiste à la toute première apparition de Ghost Rider par Gary Friedrich et, une nouvelle fois, Mike Ploog. Tomb of Dracula numéro 1, l'arrivée du célèbre vampire chez Marvel, écrit par Gerry Conway, décidément il est partout à l'époque, et dessiné par Gene Colan. Heroes for Hire numéro 1, la naissance de Luke Cage, écrit par Archie Goodwin et dessiné par George Tuska. Defenders numéro 1 par Steve Englehart et Sal Buscema, la suite des aventures du trio composé de Hulk, Submariner et Doctor Strange, qui avait été publié dans les 3 premiers numéros de Marvel Feature quelques mois plus tôt. Et enfin, Avengers numéro 95, un épisode signé Roy Thomas et Neil Adams qui se déroule pendant la guerre entre les Kree et les Skrulls. En 100% Marvel, dans Marvel Comics numéro 20, on ne trouvera pas cette fois d'épisode d'Amazing Spider-Man. À la place, on aura droit aux 2 premiers épisodes de Spider-Man, la nouvelle série signée Dan Slott et Mark Bagley. Un début de série qui fait directement suite aux événements évoqués dans Edge of Spider-Verse, qui était paru chez Panini fin mai, et dans lequel on a donc croisé beaucoup de Spider-Man. La bonne nouvelle, c'est que c'est Mark Bagley qui met en image cette histoire, donc ça a au moins le mérite d'être joli. Au sommaire également, Avengers numéro 64 et 65 par Jason Aaron et Javier Garron, plus Avengers Forever numéro 13, dessiné par Aaron Kuder, soit les chapitres 4 à 6 d'Avengers Assemble. On approche de la fin du run de Jason Aaron. Thor numéro 29, le début d'un récit en 2 parties par Torunn Grønbekk et Nick Klein. Et enfin, Invincible Iron Man numéro 3 par Gerry Duggan et Juan Frigeri. Et si on ne retrouve pas Amazing Spider-Man dans les pages de Marvel Comics, c'est parce que la série est à la une dans Dark Web numéro 1, un event en 3 parties dans lequel Spider-Man tient le rôle principal, aux côtés de Venom et des X-Men. Dark Web, en gros, c'est l'union entre Ben Reilly, le fameux clone de Peter Parker, et Madeline Pryor, la fameuse clone de Jean Grey. Et ensemble, ils décident de lancer toutes les créatures infernales à leur disposition à l'assaut de New York. Si le pitch vous rappelle celui d'Inferno, le crossover mutant de 1988, eh ben ouais, c'est exactement ça. 35 ans après, Zeb Wells et compagnie nous rejouent exactement la même partition. Qui a dit que la Maison des Idées méritait encore son nom ? Au sommaire, on aura le one-shot Dark Web par Zeb Wells et Adam Kubert, Amazing Spider-Man numéro 15 par Zeb Wells et Ed McGuinness, Dark Web X-Men numéro 1 par Gerry Duggan et Rod Reis, Dark Web Miss Marvel numéro 1 par Sabir Pirzada et Francesco Mortarino, ainsi que le début de 2 mini-séries un peu plus en marge de l'intrigue principale, Mary Jane et Black Cat numéro 1 par Jed McKay et Vincenzo Caratu, et les 2 premiers numéros de Gold Goblin par Christopher Cantwell et Lan Medina. A noter que ces 2 derniers titres sont davantage consacrés à développer des intrigues secondaires lancées dans Amazing Spider-Man qu'à apporter grand-chose à l'event. Pour avoir lu l'event dans son ensemble, je trouve ça totalement anecdotique, mais dans l'ensemble, c'est pas désagréable à lire non plus. J'avoue que les épisodes d'Amazing Spider-Man qui se déroulent dans les limbes m'ont plutôt fait sourire. Ceux de Miss Marvel mettent en scène une idée plutôt marrante. Et puis, côté dessin, c'est très inégal, mais Rod Reis ou Ed McGuinness en particulier font le boulot. Anecdotique donc, mais pas totalement scandaleux non plus. À part le traitement que subit Mary Jane, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Du côté de Destiny of X, un seul numéro ce mois-ci, le numéro 16, avec un nouveau titre au sommaire, le premier numéro de la mini-série Exterminators, par Léa Williams et Carlos Gomez, consacré à un trio de mutantes, Jubilee, Boom Boom et Dazzler. C'est pas sérieux une seconde et ça débute plutôt pas mal.
Le reste du sommaire est composé de Immortal X-Men numéro 10 par Kieron Gillen et Lucas Werneck, X-Force numéro 36 par Benjamin Percy et Robert Gill, Marauders numéro 8 par Steve Orlando et Eleonora Carlini, le 10e et dernier numéro de Legion of X par Simon Spurrier et Neto Diaz, et enfin X-Men Red numéro 10 par Ali Wing et Stefano Caselli. Et si vous vous demandez pourquoi un seul numéro de Destiny of X ce mois-ci, c'est parce que le second est remplacé par Sins of Sinister, un event qui nous plonge dans un futur dominé par Mr. Sinister. Et à la place des habituelles séries mutantes, on trouvera ici les premiers numéros de Sins of Sinister par Kieron Gillen et Lucas Werneck, Storm and the Brotherhood of Mutants par Ali Wing et Paco Medina, Immoral X-Men par Kieron Gillen et à nouveau Paco Medina, et enfin Nightcrawlers numéro 1 et 2 par Simon Spurrier, encore et toujours Paco Medina, ainsi qu'Andrea Di Vito. En 100% Marvel toujours, ce que vous pourrez lire de meilleur ce mois-ci, c'est à mon avis sans conteste le 3e et dernier tome du Punisher de Jason Aaron, Jesus Saiz et Paul Azaceta, qui est annoncé pour la fin du mois. J'avais fait une vidéo au moment de la sortie du premier tome, mais il faudra que j'en fasse une autre quand ce dernier tome sera paru. C'est certainement une des œuvres majeures consacrées au personnage, et c'est peut-être bien ce que Marvel a publié de mieux cette année. Sorti également du tome 2 de Daredevil par Chip Zdarsky, avec au dessin 2 épisodes de Marco Checchetto, 2 autres de Raphaël Delatorre et un dernier de Manuel Garcia en toute petite forme. L'intrigue de Daredevil progresse en parallèle à celle de Punisher, et on a droit ici à une nouvelle rencontre entre les deux personnages. Je suis nettement moins convaincu par le travail de Zdarsky sur Daredevil que par celui d'Aaron sur le Punisher. Il y a des éléments vraiment intéressants et réussis, mais je continue de rester sceptique sur cette intrigue de manière générale. On verra bien comment tout ça finira. Dans un tout autre registre, on peut conseiller Strange Academy, dernier jour de cours, qui vient conclure, au moins provisoirement, ce titre. Scotty Young et Humberto Ramos sont toujours aux commandes, c'est rythmé et dynamique, les personnages sont attachants. On retrouve ici grosso modo le même genre de plaisir que procurait Wolverine and the X-Men il y a quelques années, et j'essaierai d'en reparler plus en détail prochainement. On continue les 100% Marvel avec Namor, Rivage conquis de Christopher Cantwell et Pasquale Ferry. Un futur dystopique où la Terre a été ravagée par une attaque des cris, où la quasi-totalité des super-héros a disparu, où la mer a recouvert l'essentiel des terres et où Atlantis est désormais la seule puissance digne de ce nom. À la surface, les humains survivent comme ils peuvent, en général avec l'aide d'Atlante dont ils se méfient. Et Namor se retrouve le plus souvent pris entre deux feux, entre sa volonté d'aider l'humanité et les exigences de son peuple. Ouais, il n'y a rien de bien passionnant par ici, d'autant moins que les dessins numériques de Pasquale Ferry me sortent vraiment par les yeux. Pour rester dans les futurs sombres, Planète Hulk, briseur de monde de Greg Pak et Manuel Garcia. Retour sur la planète Sakaar, 1000 ans après les événements de Planète Hulk, avec dans le rôle principal non pas Bruce Banner, mais Amadeus Cho, qui va tenter tant bien que mal de protéger une partie de la population face à une grande prêtresse qui cherche à les exterminer. Ça s'adresse avant tout aux lecteurs qui ont aimé cette période de Hulk. C'est pas transcendant, mais ça fait le boulot. Et ici, au moins, je trouve Manuel Garcia vraiment très en forme. J'ai fait l'impasse sur le tome 2 de Carnage, écrit par Ramvi puis par Alex Pagnadel sur les 2 derniers épisodes du tome, et dessiné par Roger Antonio et Francesco Manna. Graphiquement, ça a de la gueule, mais il n'y a pas moyen, je fais une allergie aux symbiotes de toutes sortes. Terminons les 100% Marvel avec le tome 10 d'Amazing Spider-Man par Nick Spencer, Mark Bagley, Patrick Gleason et un ou deux autres. J'ai pas le sommaire précis, Panini ne le fait pas apparaître dans son blog, comme toutes les autres sorties du 30 août d'ailleurs. Ça devrait être un gros tome de près de 300 pages, et on devrait y voir Spider-Man y traîner un tout nouveau costume, un de plus. En Marvel Must Have, 2 titres que je ne recommande pas. Le premier, c'est Spider-Man Family Business, écrit par Mark Waid et James Robinson, et illustré par Gabriele Dell'Otto et Werner Del Hedera. Un graphic novel qui emprunte davantage au code des récits d'espionnage classiques plutôt qu'aux habituelles histoires de super-héros, et qui a la mauvaise idée d'introduire un nouveau personnage, qui est peut-être qui elle prétend être, ou pas, mais peut-être que si quand même, ou peut-être que non. Bref, je spoil pas plus, mais disons que l'idée au cœur de ce récit m'emballe pas, et comme en plus le style glacé de Gabriele Dell'Otto me laisse de marbre, c'est pas une lecture que je conseille. Et je conseille encore moins Daredevil Favor, écrit et dessiné par Joe Quesada. Une mini-série qui a une histoire éditoriale compliquée, le premier numéro est paru en 2004, le dernier presque 3 ans plus tard. En ce qui me concerne, c'est un récit qui coche absolument toutes les mauvaises cases.
Une histoire de serial killer qui arrache les yeux de ses victimes, digne d'un mauvais téléfilm de troisième partie de soirée, un Daredevil totalement obtus qui cesse de se comporter en super-héros dès qu'il a passé les frontières de Hell's Kitchen, et une révélation finale qui se veut percutante et qui, de mon point de vue, tombe totalement à plat. Ça, c'est pour le scénario. Côté dessin, Quesada met en scène un Daredevil avec une largeur d'épaule qui ferait passer Hulk pour un tuberculeux Kakoshim en cure dans un sanatorium. Tout ça se prend totalement au sérieux alors que tout y est ridicule. Bref, poubelle. Côté intégral, c'est pas vraiment la joie ce mois-ci. 4 titres annoncés et à mon avis aucun qui mérite qu'on débourse 36€ pour se le procurer. Par ordre chronologique, commençons par la nouvelle édition de l'intégrale 1968 des X-Men, qui était épuisée depuis quelques temps, avec les épisodes 40 à 51 de la série originale, plus Avengers numéro 53, ainsi qu'un récit particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On n'est pas sur une grande époque pour les X-Men, l'année précédente était déjà pas fameuse, celle-ci l'est pas beaucoup plus. La série se vendant mal, Marvel tente à l'époque un peu tout et n'importe quoi pour relancer l'intérêt auprès des lecteurs. Tuer le Professeur X, organiser un crossover avec les Avengers, faire exploser le groupe pour raconter à tour de rôle les aventures en solo de ses membres, rajouter une backup qui revisite les origines des personnages, rien n'y fait. Au scénario, Roy Thomas finit par jeter l'éponge, il est remplacé par Gary Friedrich, puis par Arnold Drake, tout ça sans que la qualité s'améliore. Au dessin, la majeure partie des épisodes est signée Don Heck, et il faudra attendre les 2 derniers numéros de cette intégrale pour avoir enfin un changement intéressant, l'arrivée de Jim Steranko, même si sa prestation est loin de figurer parmi ses meilleurs, la faute sans doute en bonne partie à l'ancrage de John Tartaglione. Et puis, signalons dans cette intégrale une curiosité, un récit en solo d'Angel, dessiné par George Tuska et écrit par Jerry Siegel. Ben ouais, le co-créateur de Superman est venu à l'époque chercher du boulot du côté de chez Marvel. Sauf que le résultat était tout sauf convaincant, et Marvel à l'époque savait pas franchement quoi faire de cette histoire, qui a finalement été publiée en catimini et en backup de Khazar numéro 2 et 3, et de Marvel Tales numéro 30, fin 70, début 71. Passons à l'intégrale 1980-1981 des Fantastic Four. Là encore, c'est pas un grand cru, avec les épisodes 219 à 231, ainsi que l'annual numéro 15. Hormis les numéros 220 et 221 qui sont écrits et dessinés par John Byrne, et qui annoncent qu'il suivra un an plus tard, et l'annual qui est dessiné par George Perez, l'ensemble de ces épisodes est écrit par Doug Mensch et dessiné par Bill Sienkiewicz. Alors, on parle ici d'un jeune Bill Sienkiewicz, dans un style très sage, très guindé et très marqué par le style de Neil Adams. Et côté scénario, c'est pas terrible non plus. Mensch laisse de côté la galerie d'adversaires traditionnels des Fantastic Four pour les remplacer par des personnages aussi inoubliables que Captain Barracuda, Nicolas Scratch ou le Samurai Destroyer. Clairement, Mensch et Sienkiewicz sur Fantastic Four, c'était une erreur de casting. Il suffit de comparer avec leur travail sur Moon Knight qu'ils entament à la même époque pour s'en convaincre. Mais les choses vont grandement s'améliorer dès la prochaine intégrale avec aux commandes un certain John Byrne. On passe à 1990 et l'intégrale Excalibur. Là encore, on n'est pas sur une bonne période avec un Alan Davis sur le départ. Sur les 12 épisodes au sommaire, du numéro 20 au numéro 31, il n'en dessine que 2. Et sur les 10 autres épisodes, on a quand même 7 dessinateurs différents, et globalement, la qualité n'est pas fameuse, hormis une véritable curiosité, le numéro 27, dessiné par Barry Windsor-Smith et ancré par Bill Sienkiewicz. Je vois pas d'autres récits sur lesquels ils aient collaboré, et le résultat est vraiment intéressant. Le reste est franchement pas très bon, on a la conclusion de l'arc de Cross Time Caper, et puis ensuite une succession de fill-in sans grand intérêt. A noter que les épisodes 28 à 31 sont à ma connaissance inédits en France, Semic en tout cas ne les avait pas publiés dans Titan à l'époque, et à la lecture on comprend pourquoi. Et on termine les intégrales avec celle consacrée à Hulk pour les années 1995 et 1996, et les épisodes 433 à 440, ainsi que les one-shots Cutting Edge et The Savage Hulk. Là aussi, il y a un problème côté dessin. Liam Sharp a quitté la série au numéro 432, et avant de lui trouver un remplaçant, on va passer par toute une série de jeunes artistes qui ont depuis fait de très belles carrières, mais qui à l'époque n'étaient encore que des débutants. Terry Dodson sur le 433, Justin Yano sur le 434 et Chris Renaud sur le 435, un épisode que Semic n'avait d'ailleurs pas publié à l'époque. Le nouvel artiste arrive finalement sur le numéro 436 et c'est Angel Medina. Et c'est pas bon du tout. C'est du sous Todd McFarlane des débuts, avec des visages caricaturaux et grimaçants, des corps qui n'affichent qu'une très lointaine ressemblance avec ce qu'on connaît de l'anatomie humaine. Le résultat est vraiment
insupportable. Et comme en plus au scénario on sent que Peter David commence à fatiguer et à manquer d'inspiration, ça donne des épisodes vraiment peu agréables à lire. Pour se consoler un peu la rétine, on ira jeter quand même un œil du côté du one-shot de Savage Hulk, où on croise des artistes qu'on a peu souvent vu travailler sur le personnage. Quelques pages signées Dave Gibbons, d'autres qu'on doit à Tim Sale. On croisera également Sam Keefe ou Humberto Ramos. Et c'est à peu près la seule chose à sauver de cette intégrale. En Marvel Deluxe, 2 titres sont prévus, tous les 2 consacrés aux X-Men. Le premier, c'est le 4e tome des All New X-Men de Brian Michael Bendis, le procès de Jean Grey, avec les épisodes 22 à 30, plus Guardians of the Galaxy numéro 11 à 13, puisque dans la première partie de ce Deluxe, on retrouve le crossover entre les 2 séries qui donne son titre à cet album. Au dessin, c'est du Stuart Immonen, donc forcément, c'est très beau. Au scénario, c'est du Bendis, donc forcément, c'est très bavard, c'est très délayé, et c'est pas très intéressant. Si vous avez aimé les 3 premiers tomes, faites-vous plaisir. En ce qui me concerne, c'est une période que j'ai totalement oubliée depuis un bon bout de temps déjà. X-Men toujours avec le Hellfire Gala, avec tous les épisodes tournant autour de cette petite sauterie, plus quelques pages inédites me semble-t-il. Dans l'ensemble, c'est assez long, c'est souvent assez redondant. Après, faut bien reconnaître que la révélation du Planet Size X-Men fait tout de même son petit effet. Si vous suivez la période Krakoa dans ce format de luxe, là on atteint un moment pivot dans l'évolution des séries mutantes. On a également 2 Marvel Omnibus au programme du mois d'août. Le premier, je vais assez vite passer dessus, c'est l'Omnibus Marvel Zombie, soit 1220 pages de super-héros qui se bouffent entre eux. Les épisodes d'Ultimate Fantastic Four dans lesquels Mark Millar a lancé le concept étaient plutôt fun. La première mini-série par Robert Kirkman et Sean Phillips, que Panini a récemment réédité dans sa collection Marvel Multiverse à 6,99, était vraiment très bien. Ensuite, c'est progressivement parti en sucette, chaque nouvelle mini-série étant moins inspirée que la précédente. On trouvera au sommaire de cet omnibus des choses inédites, me demandez pas quoi, j'ai pas la patience de vérifier. Le sommaire annoncé par Panini présente quelques différences avec celui du Marvel Omnibus publié aux États-Unis, mais la pagination reste la même avec environ 1200 pages, donc il faudra vérifier quand ça sortira ce qui figure véritablement au sommaire. Nettement plus recommandable à mon avis, l'Omnibus Thunderbolts par Kurt Busiek et Mark Bagley. Avec au sommaire les 33 premiers numéros de la série, soit l'intégralité des épisodes scénarisés par Busiek, plus diverses choses, la première apparition de l'équipe dans Incredible Hulk numéro 449, quelques récits épars, des annuals, etc. C'est une série que j'avais pris beaucoup de plaisir à suivre à l'époque, il y a un peu plus d'un quart de siècle. J'ai relu les premiers épisodes il y a quelques temps et franchement, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Je vais rien dire du scénario et de la composition particulière de cette équipe, au cas où certains d'entre vous ne seraient pas au courant, mais disons que c'est du old school très bien écrit, très bien rythmé, avec des twists qui viennent sans cesse chambouler la situation de l'équipe et relancer les intrigues. Il faut rappeler aussi que la série a débuté au moment de Heroes Reborn, quand les principaux héros de l'univers Marvel avaient disparu, et que Marvel les avait confiés à Jim Lee et à Rob Liefeld. Et Thunderbolts, c'est d'une certaine manière l'antithèse de cette proposition. C'est une série qui est profondément ancrée dans la continuité, où le scénariste accorde toute son attention aux personnages en premier lieu, et où, au dessin, Mark Bagley s'appuie sur un storytelling impeccable, sans effet de manche toutes les 3 pages. Si vous avez aimé Heroes Reborn, il n'est pas impossible que vous détestiez ces Thunderbolts, et inversement. En ce qui me concerne, ça fait très longtemps que j'ai choisi mon camp. Et si jamais vous trouvez que le format omnibus c'est bon pour les petits joueurs, optez pour le format Absolute et c'est plus de 1500 pages de King in Black. Avec donc la totale de la totale, y compris des choses qui figuraient pas dans les 4 tomes du 100% Marvel, ni ailleurs. King in Black a donné naissance à 12 829 one-shots et mini-séries en lien avec l'event principal. Et apparemment, ils sont tous là. Si jamais vous décidez de vous envoyer tout d'un coup, vous me raconterez, je serais curieux de savoir. Pour finir, et en vrac, après Alien, c'est au tour du Predator de faire son entrée chez Marvel, avec une mini-série signée Ed Brisson et Kev Walker. Ce qui nous donne un récit tout à fait dans la lignée de ce à quoi on pouvait s'attendre, avec tout de même cette petite particularité qu'on suit ici une jeune femme qui passe sa vie à traquer les prédateurs, plutôt que l'inverse. On est dans un futur où l'humanité a commencé à coloniser la galaxie, et Theta, la demoiselle en question, passe d'un monde à l'autre à la recherche du prédateur qui a tué ses parents. C'est pas original pour dessous, mais c'est bourrin comme on peut l'attendre d'un comic book Predator, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et puis surtout, c'est dessiné par Kev Walker, donc c'est très beau.
Côté indé, Panini nous sort Mom, Mother of Madness, d'Emilia Clarke, Marguerite Bennett et Lila Lies. Pour les 3 d'entre vous qui ne sauraient pas, Emilia Clarke, c'est l'interprète de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, et Game of Thrones, c'est un petit feuilleton télé qui a plutôt bien marché. C'est un peu comme Plus belle la vie, mais avec plus de dragons, plus d'orgies et moins de pastis. Et donc, Emilia Clarke a écrit son premier comic book. Enfin, elle l'a écrit à peu près autant que Keanu Reeves a écrit Berserker, j'imagine. Elle a dû dire un jour à Marguerite Bennett « Eh, j'ai une super idée, c'est l'histoire d'une super-héroïne qui est aussi mère célibataire et féministe. » Et Bennett, direct « Super, génial, bouge pas, je t'en fais 150 pages. » Youpi, sinon je sais pas de quoi ça va parler, par contre, tous les 2 cas, sera bien que tu dises que c'est un truc super féministe. Ouais, t'inquiète, je vais en mettre partout. Waouh, génial. Bon, sur les 3 épisodes en VO, j'ai pas réussi à dépasser le premier. C'est imbuvable, c'est bavard au-delà du possible, ça se croit malin à briser le 3e mur à longueur de page, c'est caricatural à un point que ça en devient gênant, ça espère dénoncer les comportements sexistes des mecs en mettant en scène les situations et les personnages les plus caricaturaux qu'on puisse imaginer. Quant à développer une intrigue, Clarke et Bennett commencent à y songer au bout de 50 pages. Sans déconner. S'il y a une seule chose à sauver de ce désastre, c'est les planches de Lila Lies, que je connaissais pas du tout et qui fait vraiment un très beau boulot. Le reste est juste embarrassant. Et au passage, il faudra que quelqu'un m'explique pourquoi Panini vend cet album de 150 pages 24 €. Terminons avec les Star Wars du mois. En 100% Star Wars, 2 titres. Tout d'abord un inédit, Star Wars La Haute République phase 2, soit les 5 premiers épisodes d'une nouvelle série signée Cavan Scott et Ario Anindito, et Star Wars tome 5 de Charles Soule, Andres Guénolette, Giuseppe Camuncoli et Ramon Rosanas, avec les épisodes 24 à 30, précédemment parus dans Crimson Reign. Et puis, en Epic Collection, le tome 3 de l'Empire, près de 500 pages de récit, initialement publié par Dark Horse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère n'avoir rien oublié et ne pas m'être trop planté. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires pour rectifier telle ou telle chose. On se retrouve très vite pour passer en revue les sorties d'août des autres éditeurs. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.